Imagine que quelqu'un ouvre le carnet où tu écris ce que tu n'oses dire à personne, pas tes projets, pas tes réussites, les reproches que tu te fais, les mêmes année après année, parce que tu n'arrives jamais à les régler complètement. Maintenant, imagine que ce carnet devienne, 18 siècles plus tard, l'un des livres les plus vendus au monde, cité dans des salles de sport, imprimé sur des affiches, découpé en extraits dans des vidéos de motivation. Tes reproches privés, devenus slogans. C'est exactement ce qui est arrivé à Marc Aurèle, sauf qu'il n'a jamais écrit un livre, il n'a pas donné de titre, il n'a rien publié de son vivant. Et rien, absolument rien, n'indique qu'il ait imaginé un seul lecteur. Le titre grec qu'on lui connaît signifie littéralement « à lui-même », et il n'est pas de Marc Aurèle. Il n'est même pas attesté dans l'Antiquité. Les premières traces sont byzantines, autour de l'an 900, 750 ans après sa mort. Pensée, méditation, pensée pour moi-même. Tout cela, ce sont des éditeurs, des siècles plus tard, qui ont mis un nom sur un objet qui n'en avait pas. Et ce carnet a bien failli ne jamais te parvenir. 2 fois. D'abord, la langue. Marc Aurèle gouverne en latin, les édits, les procès, la correspondance officielle, tout l'appareil de l'Empire passe par le latin. Mais son carnet, il ne l'écrit pas en latin, il l'écrit en grec. Le grec, c'est la langue de la philosophie. Autrement dit, l'homme le plus puissant du monde connu change de langue pour se parler à lui-même. Et ce n'est pas du grec littéraire soigné, c'est rugueux, répétitif, sans plan, avec des phrases qui reviennent presque à l'identique. Exactement ce à quoi ressemblent des notes que personne ne doit lire. 2 lignes dans le texte disent même où il écrivait. À la fin du premier livre, on lit « Écrit chez les Quades, sur les bords du Granua ». À la fin du deuxième, « Écrit à Carnuntum ». Le Granua est une rivière de l'actuelle Slovaquie, Carnuntum, un camp légionnaire sur le Danube. Nous sommes vers 172. Il a une 60aine d'années. Il est en campagne militaire contre les Marcomanns. Et c'est là qu'il écrit. Un homme qui commande des légions et qui, le soir, sous une tente, s'écrit des consignes de conduite pour le lendemain. Ce ne sont pas des maximes destinées à instruire quelqu'un. Ce sont des rappels. Et la première de toutes concerne le moment le plus banal de ta journée. Livre 5, premier paragraphe. Le matin, quand tu as de la peine à te réveiller, aie cette pensée présente à l'esprit. Je m'éveille pour faire œuvre d'homme. Puis il enchaîne. M'irriterai-je encore à l'idée d'aller faire ce pourquoi je suis né? Et là, quelque chose d'inattendu. Il se répond. Dans son propre carnet, l'empereur se donne la réplique de la paresse. Mais c'est plus agréable, écrit-il, comme si un autre parlait. Il faut ensuite qu'il se réfute lui-même, point par point. Es-tu donc né pour ce qui est agréable? Ne vois-tu pas les plantes, les petits oiseaux, les fourmis, les araignées, les abeilles faire leur travail et à leur manière contribuer à l'œuvre d'où sort le monde? Et après cela tu refuses, toi, de faire ce qui est l'œuvre de l'homme? Puis l'objection revient, têtu, mais il faut aussi se reposer. Et il concède, d'accord. La nature a déterminé la mesure du repos comme elle a déterminé celle du boire et du manger. Sauf, ajoute-t-il aussitôt, que tu la dépasses et que tu vas au-delà du nécessaire. Et le passage se termine par la phrase la plus dure du livre, c'est que tu ne t'aimes pas toi-même. Sinon tu aimerais aussi ta nature et ce qu'elle t'ordonne. Ce n'est pas de la motivation, c'est une dispute qu'il perd assez souvent pour avoir besoin de l'écrire. 2 autres consignes, avant la partie difficile. Livre 2. Se dire à soi-même, dès le matin, je vais rencontrer un fâcheux, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux, un égoïste. Ce n'est pas du pessimisme, c'est une préparation. Et ce n'est pas du mépris non plus. Il enchaîne, nous sommes nés pour l'action en commun, comme les pieds, les mains, les paupières, les rangées des dents d'en haut et d'en bas. Elles ne se ressemblent pas, elles ne font rien l'une sans l'autre, et il est absurde qu'elles se contrarient. Livre 4. On cherche des refuges, où se retirer, écrit-il. Des campagnes, des plages, des montagnes. Toi aussi c'est ce que tu désires avant tout. Mais tout cela est bien peu digne d'un philosophe, puisque tu peux, au moment où tu le voudras, te retirer en toi-même. Nulle part l'homme ne trouve une retraite plus calme et plus de repos que dans son âme. Et il précise ce qu'il faut y emporter. Quelques maximes courtes et élémentaires, qui suffiront à t'affranchir de tout chagrin. Autrement dit, le carnet décrit sa propre fonction. Livre 8, la clé de tout. Quand tu es affligé par une chose extérieure à toi, ce n'est pas cette chose qui te pèse,
mais ton jugement sur elles. Or il t'est possible de l'effacer immédiatement. Mais il ne s'arrête pas là. Il envisage aussi le cas où ça ne marche pas, mais quelque chose de plus fort que moi s'y oppose. Alors ne t'afflige point, répond-il, car la cause de ton impuissance ne dépend pas de toi. Ce n'est donc pas tout est dans la tête. C'est un partage. Reste ce que ce carnet ne dit pas. Dans le premier livre, Marc Aurèle remercie ses maîtres. Parmi eux, un stoïcien, Junius Rusticus, celui qui lui a prêté son exemplaire d'Épictète. Sans Rusticus, ce carnet n'existe probablement pas. Vers 165, ce même Rusticus est préfet de Rome. À ce titre, il juge et condamne à mort Justine, philosophe, et ses compagnons. L'homme qui a donné sa philosophie à Marc Aurèle a fait exécuter un philosophe, et c'est Marc Aurèle qui l'avait nommé à ce poste. Soyons précis, parce que le sujet est saturé de légendes dans les deux sens. Il n'a pas ordonné de persécution générale. Aucun édit de ce genre n'existe, mais il n'a rien changé au droit qui rendait ces hommes exécutables sur dénonciation. Ils sont morts sous son autorité, et il n'a pas arrêté cela. Il y a aussi son fils. Marc Aurèle fait de Commode son successeur, et les anciens décrivent ce règne comme un désastre. Dion Cassius, sénateur et témoin, parle d'un empire passé d'un royaume d'or à un royaume de fer et de rouille. Mais là encore, prudence. Ses prédécesseurs adoptaient, parce qu'ils n'avaient pas de fils vivant. Lui en avait un. Et ce carnet a failli disparaître. Vers l'an 900, un évêque byzantin en possède un exemplaire si vieux qu'il tombe en morceaux. Il le fait recopier, et c'est probablement ce geste qui explique que tu puisses le lire. Aujourd'hui, le texte tient sur deux témoins, un manuscrit du Vatican amputé d'une quarantaine de lignes et une édition de 1559, faite d'après un manuscrit disparu depuis. Alors non, ce n'est pas le livre d'un sage accompli. C'est un homme qui écrit « Ne te mets pas en colère assez souvent pour qu'on devine à quelle fréquence il se mettait en colère ». Un traité te dit quoi faire. Ce carnet montre quelqu'un en train d'échouer et de recommencer le lendemain matin. Et toi, quelle consigne te répètes-tu depuis si longtemps que tu as cessé de remarquer que tu n'y arrives toujours pas ?